Le train sombre dans la frénésie, les gens crient et se précipitent dans la rame pour essayer de s'éloigner de l'hôte. Quelques secondes plus tôt, presque personne ne la remarquait, mais dès son explosion, tous l'ont remarqué. Le passager est bousculé par un usager qui charge à toute allure. Quelqu'un le bouscule en passant et il tombe, piétiné par la foule. En regardant vers l'endroit où l'animateur se tenait, le passager s'attend à voir une mare de sang éparpillée dans la rame. À la place, entre les jambes qui donnent des coups et piétinent, il remarque un voile de fin filament blanc recouvrant le sol du train et l'entrée à côté de l'endroit où la femme se trouvait quelques secondes plus tôt. Elles sont étranges, ressemblant à des millions de minuscules poils, et elles se répandent. Les personnes proches des filaments sont vite recouvertes, les petites choses blanches s'attachent à leurs vêtements, grimpent le long de leurs jambes, malgré leurs efforts pour les enlever. Le passager regarde avec horreur alors que de plus en plus de personnes dans le train sont étouffées par elles. Et les filaments continuent d'avancer, se rapprochant de l'endroit où ils sont piégés. L'enquêteur mène son équipe de shérifs et d'adjoints de petites villes dans la grotte sombre et humide derrière eux, suivant une traînée de chaussures abandonnées, de vêtements et d'effets personnels laissés tomber. Tous les indices montrent que toute la série de disparitions mène à cet endroit, une grotte dans les bois, à des kilomètres de la ville. Avançant dans l'obscurité, la lampe torche de l'enquêteur éclaire brièvement les parois rocheuses. Jusqu'à ce qu'un bruit de déplacement se fasse entendre plus loin dans la grotte, tout le monde se fige, attendant de l'entendre à nouveau. L'air froid de la grotte devient immobile, puis quelque chose bouge à nouveau. Descendant le passage rocheux, l'enquêteur est le premier à entrer dans la chambre principale de la grotte. À leur grande surprise, il n'y a personne ici. 3 structures, ressemblant à des plantes, forment des piliers dans toute la pièce. Du coin de l'œil, l'enquêteur est certain d'en voir une bouger. Un simple jeu de lumière, ça doit être ça, alors il regarde de plus près. Ce ne sont pas que des plantes, il y a autre chose. On dirait presque de la chair. Puis l'enquêteur voit quelque chose qui lui glace le sang. Il dirige le faisceau sur la masse grotesque et un œil se contracte. Il les fixe. Ils ont retrouvé les personnes disparues et d'une manière ou d'une autre, elles sont encore en vie. Parmi les découvertes anormales et inquiétantes faites par la Fondation SCP, peu ont des conséquences aussi vastes et potentiellement mortelles que le SCP-129. Depuis la découverte de ces organismes, les chercheurs et experts dans les domaines de la microbiologie et de la pathologie anormale ont déterminé que le SCP-129 pourrait bien être l'infection la plus dangereuse de la planète. À la suite d'une série d'incidents impliquant un train de banlieue à données supprimées et une vague de disparitions à données supprimées, la Fondation SCP a pris connaissance d'une souche particulière de différentes espèces fongiques. Le nombre précis de variations et d'espèces touchées par ce phénomène demeure inconnu même des chercheurs de la Fondation. On estime entre 2 et 3 millions d'espèces de champignons sur Terre, mais seuls 155 000 sont officiellement désignés. Aucune confirmation ni indication du nombre exact de champignons SCP-129 n'existe. Le seul point commun connu entre ces espèces est qu'elles sont toutes des champignons pouvant infecter tout animal à membrane muqueuse, en raison d'une combinaison de facteurs historiques. Une grande partie des humains et la plupart des animaux sont naturellement immunisés contre SCP-129 ou résistent aux symptômes d'une infection avancée. La condition, appelée infection fongique progressive, évolue en 5 stades de SCP-129 avec des symptômes s'aggravant du stade 1 au 5. Chaque stade de l'infection accroît le risque de progression selon l'exposition continue aux porteurs de SCP-129 et la résistance naturelle du sujet. La résistance diminue à chaque stade, rendant plus probable la progression du stade 3 au stade 4 et suivant. La plupart des gens sont probablement naturellement immunisés contre les infections SCP-129 au-delà du stade 2. Ce n'est pas vrai pour tous les organismes sur Terre. Cependant, la subtilité des premiers symptômes rend la détection et le diagnostic d'un cas confirmé de SCP-129 très difficile. Les chercheurs de la Fondation considèrent qu'il dépasse largement les capacités de traitement de la plupart des médecines civiles. Même si une détection précoce peut éviter le stade 3, aucun effort n'est fait pour améliorer le diagnostic des infections avant ce seuil. Pourtant, les symptômes des 2 premiers stades ont été observés en environnement contrôlé et consignés dans la base de données de la Fondation SCP. Entrée pour SCP-129,
Lors d'une infection de stade 1, le premier organisme, appelé une instance de SCP-100-2901, est introduit chez son hôte potentiel et commence immédiatement à attaquer ses membranes muqueuses. L'organisme fongique anormal commencera alors à se multiplier rapidement. Cependant, il le fait d'une manière considérée comme discrète. Les symptômes d'une infection de stade 1 par le SCP-129 sont très difficiles à détecter s'ils existent. Bien que généralement asymptomatiques, certaines personnes infectées peuvent percevoir une odeur faible et persistante. Les sujets de tests exposés à des espèces connues de SCP-129 ont décrit l'odeur comme étant vaguement semblable à celle de la levure. Cela peut faire que les épidémies de stade 1 chez les civils soient mal diagnostiquées, chez tous comme des infections à candidats. Cette infection fongique peut produire une odeur similaire, parfois due à l'éthanol et l'acétaldéhyde issus de la fermentation des sucres dans le corps. Cependant, les proliférations du champignon candida sont aussi souvent inodores. On sait aussi que certains médicaments, notamment les antibiotiques à base de moisissures, peuvent dégager une odeur similaire. Les infections fongiques progressives diffèrent des autres maladies non anormales par leur préparation du corps aux étapes suivantes de l'infection. La multiplication du SCP-129-01 affaiblit le corps et le système immunitaire de l'hôte, permettant à un second organisme fongique, appelé SCP-129-02, d'entrer en jeu. Une fois que l'hôte a été infecté par 2 espèces de champignons affectés de manière anormale, les symptômes deviennent légèrement plus perceptibles, mais restent tout aussi faciles à mal diagnostiquer. Une victime portant à la fois une instance de SCP-129-01 et de SCP-129-02 commencera à présenter des symptômes identiques à ceux d'une rhinopharyngite virale aiguë, autrement appelée le rhume. Chez les humains infectés, cela conduit généralement à penser qu'ils luttent simplement contre une maladie ordinaire non anormale. La plupart des civils touchés par le SCP-129 essaieront de se soigner avec des remèdes maison, des traitements en vente libre ou des médicaments prescrits. Cependant, en essayant de traiter ces symptômes ressemblant à un rhume, la présence du SCP-129-02 va diminuer l'efficacité du système immunitaire de la victime, ce qui permet au premier organisme, le SCP-129-01, de s'installer encore plus profondément dans leur corps. Pendant la phase 1, les risques d'une évolution grave, bien que jamais nuls, restent faibles dans la grande majorité des cas. Le SCP-129-01 et le SCP-129-02 quitteront tous deux leur hôte dans un délai de 4 à 6 jours. Bien que ces espèces soient assez répandues en elles-mêmes, elles présentent peu de dangers. La majorité des humains et des animaux dans le monde n'est pas protégée contre l'exposition à ces champignons. Les systèmes immunitaires sains les repoussent généralement facilement. La menace principale de SCP-129-01 et SCP-129-02 est leur capacité à faciliter l'infection par SCP-129-03. L'exposition à celui-ci est ce qui définit un cas de stade 2 d'infection fongique progressive. Le stade 2 est l'introduction du SCP-129-03 dans le système immunitaire d'un organisme. Habituellement, le mucus naturel de l'individu infecté peut stopper la présence de ce champignon anormal. Cela ne se produit que lorsque le SCP-129-03 est isolé des autres souches de champignons SCP-129. Dans les cas d'infection fongique progressive, l'exposition au SCP-129-01 lors de la phase 1 prédispose un sujet à une infection secondaire par le SCP-129-03 lors de la phase 2. Cela est dû au comportement typique du SCP-129-01 chez les mammifères qui modifie la composition du mucus produit. Ils sont donc moins résistants au SCP-129-03. Une fois que ce type de champignon anormal s'est installé dans le corps de l'hôte, il provoque d'autres altérations internes du corps. Le SCP-129-03 cible le mucus, la lymphe et le sang d'un hôte, tandis que le SCP-129-01 facilite sa colonisation. Ces altérations créent des conditions qui permettent à d'autres espèces fongiques, SCP-129, de s'établir à l'intérieur de l'hôte. Ces altérations anormales font que les infections de stade 2 présentent souvent des symptômes plus visibles, comme une forte augmentation du mucus interne. Les sujets peuvent aussi avoir une toux persistante due à un excès de mucosité, des fièvres légères mais prolongées, et plus de transpiration et de salivation. Ces symptômes peuvent, signalés à un médecin généraliste civil, être mal diagnostiqués comme sinusite, infection respiratoire ou grippe.
Fondation. Les spécialistes des maladies anormales ont relevé plusieurs symptômes spécifiques au stade 2 de l'infection par SCP-129. Le premier est qu'une personne infectée signale des changements spécifiques dans son alimentation, en particulier une préférence soudaine pour la consommation de légumes par rapport aux autres groupes alimentaires. Le second point est la plainte du sujet sur le goût soudainement étrange des jus de fruits. On remarque souvent cela chez ceux qui tentent d'augmenter naturellement leur vitamine C pour lutter contre ce qu'ils pensent être une grippe. La Fondation attend l'accord du comité d'éthique pour surveiller les dossiers patients et notes médicales dans les grands hôpitaux afin de repérer des signes d'infection fongique de stade 2. Dans la plupart des cas, ce stade et la présence de SCP-129-03 durent généralement environ 2 semaines, mais peuvent persister jusqu'à 4 mois dans certains cas. En général, le système immunitaire des humains en bonne santé peut éliminer les espèces fongiques SCP-129 et permettre un rétablissement complet. Un pourcentage considérable de la population humaine a déjà connu une infection SCP-129 de stade 2 à un moment donné de sa vie. Cela conduit à une immunité naturelle qui permet à la plupart de survivre à ce stade. Peu de cas progressent autant, mais les sujets au stade précoce d'une infection fongique progressive risquent d'atteindre le stade 3. Il existe 3 espèces anormales connues pour provoquer une infection de stade 3, chacune ayant ses propres symptômes associés à l'exposition, alors que presque tous les animaux, humains inclus, y sont immunisés. Les effets des stades 1 et 2 de SCP-129 signifient que les victimes peuvent être infectées par une ou plusieurs des espèces suivantes. SCP-129-04 qui provoque une augmentation de la lacrymation. La production de larmes, un léger jaunissement des yeux et l'exposition à SCP-129-05 expurgé sont souvent signalés par expurgé. Épaississement progressif des ongles du cou de l'hôte et forte augmentation de la production de cérumen. Ensuite, SCP-129-06 peut causer chez le sujet une coloration jaune vive de ses déchets et l'apparition de petites boulettes. Comme avec SCP-129-01, une forte odeur de levure apparaît, mais elle est bien plus intense quand la victime est infectée par SCP-129-06. La présence de l'une quelconque de ces espèces est considérée comme un cas de stade 3 d'infection fongique progressive. Dans ces cas, les champignons sont si enracinés dans l'hôte qu'ils résistent à la médecine classique. Seule une intervention exceptionnelle et très risquée permet leur retrait. Si un hôte est exposé à ces 3 champignons anormaux, il développera en quelques heures des symptômes encore plus graves. Parfois comparés à la grippe, ces symptômes sont souvent bien plus graves, forçant les hôtes infectés à rester alités 3 à 5 semaines. Après ce délai, la victime semblera complètement rétablie sans savoir que les choses ne vont faire qu'empirer. À ce stade, un survivant de stade 3 aura des SCP-129 dans tout le corps, affectant toutes les fonctions majeures. Cela marque le passage au stade 4 de l'infection fongique progressive. Dès le début, ces sujets peuvent sembler en meilleure santé que ceux qui traversent le stade 3. Ils diront souvent être en bonne santé et paraître plus vifs et énergiques qu'avant SCP-129. Cependant, en interne, les espèces fongiques SCP-129-01 à SCP-129-06 auront totalement infiltré leurs systèmes immunitaires, respiratoires, circulatoires, reproducteurs, nerveux central et leur caviardé. Le mycélium est de la structure d'un champignon qui fonctionne comme ses racines, constitué d'une masse d'hyphes ramifiées ressemblant à des filaments. Au cours du stade 4, le mycélium des espèces SCP-129 commencera à traverser la peau des sujets infectés, remplaçant un pourcentage significatif des cheveux de l'hôte. Les hyphes sont presque identiques aux cheveux humains ou animaux et tombent même de la même manière. Il est impossible de différencier des cheveux ordinaires des racines de champignons anormaux sans analyse poussée. Ces hyphes permettent la propagation des espèces de SCP-129 entre l'hôte actuel et de nouveaux hôtes. Toute personne entrant en contact avec ces hyphes a plus de 90% de chances de contracter une infection fongique progressive. Bien que plus sensibles aux champignons, SCP-129, les sujets au stade 4, résistent beaucoup moins aux agents pathogènes viraux et bactériens courants. Les créatures non infectées survivent bien mieux à une maladie que celles avec une infection de stade 4. C'est pour cette raison que ces hôtes contractent également d'autres infections secondaires ou tertiaires. Et, avec leur système immunitaire et d'autres fonctions compromis par SCP-129, leur survie est fortement affectée. Toutes les victimes connues du stade 4 sont mortes en quelques semaines, à l'exception des très rares survivants.
L'évolution vers le 5e stade de SCP-129 est particulièrement unique, même parmi les stades précédents de l'infection fongique progressive. Cela s'explique en grande partie par le fait qu'il n'est pas caractérisé par des symptômes constants qui se manifestent. Quel que soit le niveau de gravité, les symptômes du stade 5 varient selon différents facteurs. De nombreuses variables inconnues peuvent potentiellement influencer la manifestation de ce stade chez les hôtes. Les chercheurs de la Fondation ont supposé que le stade 5 du SCP-129 est principalement influencé par la génétique de l'hôte infecté, ainsi que par son état physiologique et son environnement externe. La seule similarité concerne les stades 5 et 4. Les deux rendent la maladie très contagieuse, pouvant infecter de nouveaux hôtes auparavant totalement immunisés. De nombreuses données de la Fondation SCP sur les manifestations du stade 5 ont été retirées des dossiers officiels, en raison de la forte propagation des espèces du champignon SCP-129. Ceci a été jugé comme une censure nécessaire afin d'éviter de semer une panique injustifiée parmi le personnel de recherche. Il existe cependant au moins 3 cas confirmés d'hôtes humains atteints d'une infection fongique de stade 5 ayant présenté des symptômes anormaux notables. Premier incident enregistré en février censuré, l'emplacement exact a été supprimé. Des témoignages de passagers d'un train de banlieue décrivent une passagère montant à bord sans aucun symptôme visible d'infection. On pense que cette femme a contracté le SCP-129, sa condition ayant atteint le stade 5. À un moment donné, pendant le trajet du train entre deux arrêts, des passagers ont vu la femme se dilater soudainement et instantanément. Un témoignage la décrit comme ressemblant brièvement à un ballon qui se gonfle avant d'exploser. Au lieu d'éclabousser le train et les passagers de sang et de viscères, cependant l'explosion inattendue de la femme a libéré des millions de spores et de filaments fongiques dans tout le wagon. La Fondation SCP a intercepté le train de banlieue, l'arrêtant entre deux stations et gardant toutes les sorties scellées. À l'arrivée de l'équipe hazmat chargée de stériliser le train, les surfaces intérieures étaient recouvertes d'une couche épaisse de spores, semblable à de la poussière, s'accrochant aux sièges, aux portes, aux rampes, au sol du train et au corps des passagers décédés. Tous les sujets survivants qui avaient été exposés à la matière fongique anormale, dangereuse, ont été détenus et placés en quarantaine obligatoire par les agents de la Fondation. Une analyse approfondie a révélé que la victime avait été infectée par plusieurs espèces de champignons anormaux, y compris SCP-12909, SCP-129-14 et caviardés. Toute autre personne découverte lors de la procédure de quarantaine comme ayant été affectée de manière similaire à l'exposition au SCP-129 a ensuite été euthanasiée. Leurs restes et tout objet porteur de spores ont été incinérés selon les protocoles de la Fondation pour contenir les épidémies anormales. Parmi les victimes figuraient plusieurs membres du personnel accidentellement exposés aux spores lors des tentatives de décontamination des lieux. Le deuxième incident, connu du SCP-129 Stade 5, a eu lieu à Redacted, une petite ville entourée de vastes zones boisées, qui abrite également plusieurs grands réseaux de grottes non cartographiées. La Fondation a été informée de plusieurs disparitions dans la région par des agents infiltrés auprès de la police locale qui ont noté une hausse des signalements de disparus. Rien ne laissait penser qu'il s'agissait de quelque chose d'autre que le résultat de crimes non anormaux, jusqu'à ce que les enquêteurs trouvent une grotte à plusieurs kilomètres de la ville. Des agents de la Fondation ont été envoyés pour empêcher la diffusion des découvertes des enquêteurs, capturant et détenant la police. Chargés d'enquêter sur les disparitions, les agents ont été dirigés vers la grotte et sont allés enquêter eux-mêmes. À l'intérieur, le personnel de la Fondation a trouvé plusieurs amas de chair pulsante mélangés à du matériel végétal. Bien que la plupart des viscères étaient méconnaissables, la police locale a constaté que certains amas avaient des caractéristiques humaines. Certaines caractéristiques ont aidé les enquêteurs à identifier que des parties de la masse appartenaient aux personnes disparues recherchées. Cette affaire a particulièrement déconcerté les chercheurs de la Fondation SCP depuis sa découverte. De nombreux membres du personnel chargé de comprendre le fonctionnement de ce champignon anormal ont tenté de théoriser sur la véritable utilité de ces trois masses de chair en forme de piliers. La principale théorie suggère que cette combinaison de champignons SCP-129 pouvait interagir avec la population locale en essayant d'en infecter d'autres.
On pense qu'après un certain temps, les citoyens infectés se sentaient alors obligés de se rendre à la grotte, bien que la raison exacte ou la manière dont ils y arrivaient reste inconnue. À leur arrivée, les victimes infectées subissaient une transformation anormale, devenant les amas de chair pulsante découverts par les enquêteurs et la Fondation. Ce sont apparemment des organismes modifiés anormalement pour offrir une source durable de subsistance aux champignons SCP-129. Après analyse, les chercheurs de la Fondation ont conclu que ces amas de chair et de matière végétative pourraient vivre potentiellement plusieurs centaines d'années. Cela permettrait aux espèces responsables du SCP-129 de survivre et prospérer longtemps. On ne sait pas comment les hôtes humains du champignon vivraient cela, ni s'ils garderaient leur conscience après assimilation aux amas alimentaires. Une autopsie a révélé la présence de SCP-100-2910, SCP-100-2911, SCP-129-14, ainsi qu'une autre espèce de SCP-129, bien que celle-ci soit censurée. Après la découverte, la grotte contenant les amas alimentaires a été mise en quarantaine, désinfectée et scellée par la Fondation. Les données concernant le troisième cas confirmé de manifestation de stade 5 ont été expurgées. Le SCP-129 est toujours considéré comme une anomalie en liberté et infecte chaque jour un nombre important d'êtres humains et d'animaux. Aucun remède connu sauf l'immunité naturelle. Une grande partie de la population doit se protéger contre les premiers stades de l'infection, car héberger toutes les espèces responsables de la maladie bouleverserait fortement l'écosystème mondial. La Fondation concentre ses efforts sur le traitement des personnes atteintes d'infections fongiques progressives. L'objectif est également de réduire progressivement la population des espèces membres connues du SCP-129 en les éradiquant au fil du temps afin d'atténuer l'impact sur l'écosystème. Il faut contenir rapidement toute épidémie de stade 3 ou plus. Les personnes infectées suivent les protocoles de contagion à haut risque les plus stricts de la Fondation. En aucun cas, il ne doit être permis que les cas progressent jusqu'au stade 5. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès aujourd'hui. Maintenant, allez regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob. Comme la télépathie, le virus fait entendre les pensées de tous et rend fou, SCP-405.